Alors, exactement comme on pourrait le dire pour n'importe quelle personne, n'importe quelle personne malade, on pourrait dire qu'en fait, si on a affaire à la médecine allopathique que l'on connaît aujourd'hui et qu'on couple ça avec d'autres formes d'approches complémentaires en fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les dissocier les unes des autres, là on arriverait peut-être à un équilibre. Est-ce que ce serait pas aussi la même chose pour Ethan, pour les autistes ou pour n'importe quel difficulté, c'est-à-dire de pouvoir trouver un juste équilibre, quelque chose de vraiment adapté en termes de balance entre ce qui relève de l'hygiène de vie et ce qui relève de la médecine allopathique. Mais j'aime à le croire. Et d'ailleurs, j'ai œuvré dans ce sens. J'ai œuvré de ce sens réellement parce que je suis allée voir un médecin à Paris qui proposait justement un tas de son approche était complètement différente. Il a vu le comportement d'Ethan, il a proposé un tas de vitamines, de compléments alimentaires, une alimentation adaptée. Enfin, on a essayé plusieurs choses. On a essayé le sans gluten, sans caséine, juste pour voir si ces nourritures avaient un effet. Le souci, je l'ai pas évoqué, c'est que c'est cher. Déjà, la prise en charge ABA, ce n'est pas remboursé. Son médecin, il n'était pas remboursé. Les médicaments qu'il proposait, c'était des médicaments qui se fabriquaient dans une seule pharmacie à Paris. Donc, c'était à un coût de 300 € par mois à peu près. Je l'ai fait pendant 2 mois quand même pour voir. J'avais aussi investigué auprès de la Belgique parce que là-bas, ils font des examens sanguins poussés justement pour trouver la molécule qui puisse aller à la personne. Je voulais le faire désintoxiquer au plomb, ce genre de choses. J'ai toujours cette idée en tête. J'en parle très doucement au centre dans lequel il est pris en charge parce que le précédent, j'avais vraiment évoqué comme à l'époque, il allait justement voir ce médecin à Paris, j'avais été transparente sur ce qu'on mettait en place et ça avait vraiment pas plu. Un médecin voulait justement attaquer ce médecin de Paris pour le mettre devant le Conseil de l'ordre, etc. Il comprenait pas le fait qu'on lui donne pas de gluten et de caséine, on allait le priver de calcium, alors que je leur expliquais que j'avais lu un tas de choses et que justement on avait une alimentation très équilibrée. On a été très critiqués. Donc aujourd'hui, je sens qu'ils sont dans le centre dans lequel il est. Ils comprennent ma démarche, ils sont ouverts à ça. Ils m'ont fait comprendre que dans le système actuel, ils n'avaient pas possibilité d'essayer ces prises en charge alternatives. Et moi, j'entends toujours trouver un dérivatif à tous ces médicaments qui soit plus naturel et plus respectueux de sa personne. Ouais. En fait, on pourrait dire que, vu en l'état actuel des choses, il faudrait peut-être révolutionner notre façon d'aborder les choses. Et puis, plutôt que de faire des séparations entre les approches, privilégier justement l'addition de plein d'approches complémentaires de façon à trouver quelque chose d'équilibré dans la réponse qu'on va donner à telle ou telle prise en charge en fait. Mais bon, je pense que ce centre-là n'existe pas encore, il va falloir l'inventer. Absolument, et puis c'est même sociétal hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Alors, un jour, en fait, un médecin, alors que je le questionnais sur le bien fondé de lui donner du Risperdal alors qu'il n'avait que 6 ans, m'a répondu, visiblement irrité par ma question. « Mais enfin, de quoi vous plaignez-vous? On en donne à tout le monde !» Et c'est ce que je disais, c'est précisément le problème, les traitements ne sont pas adaptés. Et les petits autistes sont tous différents. On les considère comme étant très anxieux et ce médicament est proposé pour calmer d'éventuelles crises. Les crises, elles sont pas là par hasard. Au lieu de les étouffer sous un médicament qui calme ces crises, je pense qu'il faut l'écouter cette crise, comprendre d'où elle vient, l'accueillir et
et l'aider, lui, à trouver des dérivatifs pour, pour apaiser la crise, mais par des comportements. Oui, en fait, en donnant une réponse adaptée. Donc ça suppose du côté des adultes qui prennent en charge l'enfant, d'aller aborder les choses complètement différemment finalement. Et là, visiblement, les personnes dans ces centres-là sont pas toujours formées ou disposées à le faire, c'est ça? Non, et les personnes dans ces centres-là, la société dans un sens plus large, on a l'habitude de donner un médicament quand on a mal au ventre, quand on a mal à la tête, au lieu de se demander le pourquoi on a mal au ventre ou mal à la tête. Exactement. Voilà, moi je suis plus dans cette démarche-là. Bien sûr. Et du coup, bon, on en a déjà évoqué pas mal, mais à quel problème tu es confrontée au quotidien avec Ethan? Alors, pendant toutes ces années d'errance, on peut parler d'errance diagnostique, j'ai pas eu d'autre choix que celui de le garder avec moi et il a fallu faire face. Notamment au fait qu'il ne joue pas de façon adaptée et je l'ai observé et je suis vite allée dans son sens, lui achetant toutes sortes de pots de peinture qu'il alignait partout. Il aimait les couleurs, les textures et j'étais à l'affût de tout ce qui pouvait lui plaire, lui faire plaisir. Donc je cherchais ses centres d'intérêt et j'allais dans ce sens-là. Et quand il a commencé à faire des bêtises, des choses plutôt irritantes, là je pouvais plus le laisser seul. Et ces bêtises, elles ont débuté le jour où, au lieu de jouer et d'aligner ses pots de peinture, il a trouvé le stratagème pour les ouvrir, donc il les a étalés dans sa chambre. Ma réaction, voyant ce carnage, a été des yeux écarquillés, crier, oh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'on imagine. Et là, je pense que j'ai entrouvert une petite brèche ce jour-là qui l'a amusé. Il a commencé donc à avoir d'autres méfaits avec des feutres, de la peinture, des produits, plutôt dans mon dos, pour toujours retrouver, je pense, cet émoi qu'il a eu à ce moment-là, lorsque j'ai découvert sa chambre toute peinte. Donc là, en fait, on est vraiment face à Ethan qui a trouvé la faille et qui joue maintenant avec cette faille, c'est ça, jusqu'à dépasser vraiment... Enfin, il va dans l'extrême, en fait, c'est ça, hein? Il va dans l'extrême. Et son imagination, dans les limites de ce qui l'intéresse, s'est vite accrue et il a trouvé plein de... Alors, on a commencé à ce moment-là à les nommer des étanneries qui nous amusent encore et peuvent nous irriter aussi aujourd'hui. Donc, alors... le champ des étanneries est assez vaste. Oh, il y en a qui doivent être plus j'ai envie de dire, artistiques que d'autres. Ah, c'est souvent très artistique. Il adore le body painting et il s'enduit le corps très fréquemment de peinture. Une fois, j'entends frapper à la porte et j'ouvre et je vois un petit être tout blanc qui avait trouvé un pot de peinture glycéro qui s'était versé sur la tête. Donc... Tant qu'à faire, hein, vaut mieux de la glycéro que de la peinture à l'eau, c'est plus rigolo. Bah ouais, comme ça on sort le tuyau d'arrosage et tout. On en étale un petit peu sur la porte. Récemment, il a trouvé du goudron, il s'en est enduit, voilà, on l'a retiré avec de l'huile. Il se baigne volontiers dans la boue dehors, ce qui est moins grave, mais il trouve toujours des choses à faire qui vont nous piquer. Il adore prendre mon maquillage. On se demande pourquoi. Il se maquille lui, mais il maquille aussi le chien, qui n'a souvent rien demandé. Il déguise le chien avec les vêtements qui sont propres et rangés et repassés. Quand on va se coucher le soir, on découvre que toutes les portes de l'estage sont dégondées. Donc il n'y a plus de porte. D'accord. On est dans la chambre et donc on essaie de la remettre comme ça, c'est super lourd, on trouve pas, c'est agaçant et c'est continuel. En fait, c'est pas une petite étannerie qui arrive comme ça. Et ce qui est compliqué, je l'ai évoqué auparavant, c'est que notre réaction engendre
ce genre de bêtises, c'est pour notre réaction qui fait ça. C'est pour peut-être meubler son temps, je ne sais pas, mais en tout cas avoir des interactions avec nous. Il colle des papiers, des objets sur les murs. Il aime étaler ses selles aussi, ce genre de trucs. Donc en fait, il va aller pousser, il va vous pousser dans vos retranchements finalement. Tout le temps. Ouais. Et on a l'impression qu'il en fait exprès. C'est ça qui est difficile pour les nerfs. Ouais. Il faut toujours souffler, voilà, et se recentrer et se dire que non, il n'en fait pas exprès. Par exemple, pour toutes ces étonneries, moi, ma parade, c'est de les prendre en photo. Parfois, je les partage sur les réseaux sociaux et ça fait bien rigoler mes amis, mes collègues après. Ça me permet de prendre du recul. Oui. Et ça me permet d'en rire aussi. Oui. Parce que quand je vois ça, en plus, il a une bouille, c'est vrai qu'il a une bouille particulière, il a une petite tête d'ange un peu rigolote. Voilà, ça dédramatise la chose. Ce qui est surtout irritant, en fait, c'est parce qu'on parle des problèmes auxquels on est confronté au quotidien. Au-delà de ces, entre guillemets, grosses bêtises, c'est que c'est continuel. Il parle tout le temps. Ah oui. Et ça tourne, ce sont des idées fixes, des obsessions que rien ne saurait calmer. Ce qui est irritant, déplaisant et insupportable aussi et surtout, c'est qu'il va prendre le contrepoids de paroles qu'on va dire comme ça au quotidien. J'ai un petit exemple qui me vient en tête. Je crois que c'est le week-end dernier, il mangeait du chocolat le matin, du chocolat à tartiner que j'avais fait pour ma fille. Ah, je lui dis, laisse-en pour Axel, elle aime bien ça. Axel, c'est sa petite sœur. Elle aime bien ce chocolat. Il n'a rien dit. Il a reposé le pot. Axel est descendu déjeuner et le lendemain, j'ai retrouvé le pot de chocolat avec une cuillère à l'intérieur vide dans la salle de bain. D'accord. Et là, il attend sa sœur et il la regarde. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il la regarde comme ça descendre le matin? Et il ricane intérieurement parce qu'elle va évidemment râler parce qu'elle a bu son chocolat. Donc, c'est des petites situations plutôt cocasses et rigolotes, mais tout ce qu'on dit peut être sujet à interprétation avec lui. Il faut être dans le contrôle tout le temps. Et du coup, est-ce que il est pas stimulé par exemple, je sais pas, des émotions de surprise, des émotions de joie, parce qu'il pourrait très bien faire des choses pour stimuler chez l'autre des expressions, tu vois, de surprise ou de joie plutôt que de colère et d'énervement. Absolument, il adore ça. C'est pour ça qu'on joue au chamboule-tout. Et il est super client de ces effusions de cris qu'on exagère d'ailleurs. Quand il fait quelque chose de bien, on pousse on pousse la joie un petit peu au-delà de ce que... Et c'est ça qu'il faut continuer à cultiver parce que comme il est irritant, et puis qu'on a envie parfois de faire autre chose et qu'il nous parle tout le temps des mêmes trucs, au bout d'un moment, on se ferme, on se renfrogne. Et c'est justement cette colère et cette irritation qui sent. Donc il s'en empare et il la pousse. Donc là, il faut aller chercher en soi justement cette joie. Il ne sait pas réguler ses émotions, donc il ne faut pas non plus que cette joie elle soit trop vive. J'ai un exemple qui me vient en tête. À Halloween, on s'est un peu déguisé. Et il était super content, il est allé, là c'était autorisé, il s'est maquillé, il a pris mes chapeaux, je lui ai prêté une chemise de son père, on s'est pris en photo, on a bien rigolé le matin, mais il n'a jamais pu redescendre de la journée. C'était devenu une obsession et il me semble d'ailleurs que c'est de ce jour-là qu'il a vraiment commencé à chipper mon maquillage. J'ai dû dire à un moment, je m'en souviens plus, prends pas mon rouge à lèvres, prends plutôt ça. Alors le moment où il va avoir envie de me faire réagir, si je me pose 5 minutes dans le canapé, que j'ouvre un livre ou je réponds à un message, il va arriver avec plein de rouge à lèvres sur le visage ou autre chose. D'accord. Donc en fait, j'imagine que sur le plan humain, c'est pas évident à vivre au quotidien. Non, parce qu'il est plutôt bon comédien en plus. Il va pleurer. J'ai pas fait exprès. Enfin, il a des petites paroles comme ça, parfois toutes mignonnes. En fait,
tout est dans notre contrôle, dans notre ton, dans notre parole. Mais on n'est pas des robots. On n'est pas des robots et on peut vite déraper vers justement une petite parole. Le week-end dernier, il a réussi, je revenais du travail le vendredi, il m'a questionné sur les anniversaires, parce que ça c'est une grande obsession, c'est son sujet favori, les anniversaires, c'est l'anniversaire de qui, et puis toi c'est en août, et puis moi c'est en avril, etc. Et je me suis laissée emporter, je lui ai dit mais tiens, c'est l'anniversaire de ton cousin ce week-end justement, on va aller le fêter dimanche. J'aurais pas dû de lui dire. Parce que pendant 2 jours, il m'a suivi, mais vraiment en pleurnichant, en donnant des petits coups de pied dans les meubles, etc. Et puis si je réagissais pas, il se roulait par terre en hurlant parce que c'était trop long et qu'il voulait y aller tout de suite. Et il n'y avait rien à faire, je le savais. Je pouvais pas lui dire, j'ai essayé de lui montrer que c'était... Voilà. Donc, faut le vivre pour s'en rendre compte, mais là, il faut aller chercher en soi... beaucoup de self-control. Des stratagèmes aussi. Ouais, et pour pas s'énerver. Ouais. Beaucoup de patience. Énormément. Et puis trouver une manière, en fait, de le canaliser, c'est ça? De trouver, une manière de le canaliser, parce que, en fait, oui, on parle de patience qu'on doit trouver. Oui, alors comme tout parent, parce que Ethan, c'est un peu un petit enfant puissance 10. Sauf que, en fait, Ethan, il s'arrête jamais. Et donc, il faut pouvoir le canaliser. Et on sait qu'au fond de nous, on sait qu'il n'en fait pas exprès. Mais il faut trouver un moyen pour le faire redescendre parce que lui, il peut pas le trouver tout seul. Donc, on sait que au moment où on va craquer, à ce moment-là, il appuie, il continue, il parle davantage et il surfe sur une expression qu'on a employée. Et voilà, quand on craque, il sent. Et comme je viens d'expliquer, à ce moment-là, à nous de trouver les stratagèmes pour le faire redescendre. Alors, comment ça s'organise une journée avec Ethan? Eh bien, quand je l'avais avec moi à plein temps, je l'intégrais à tout ce que je faisais. J'ai beaucoup cuisiné avec lui, c'était un moyen de l'occuper, de le faire participer. De l'autonomiser aussi, j'imagine? Pas de l'autonomiser, là pour le coup, pas toujours, parce que je voulais tout le temps l'avoir. De toute manière, il me suit à la trace. À la trace même, encore aujourd'hui. Moi, il ne me lâche pas. Donc, je le gardais et puis j'essayais de faire des choses qui puissent l'intéresser. Aujourd'hui, à 14 ans, il est encore comme un petit enfant, à savoir que si on l'entend pas pendant plus de 5 minutes, on peut commencer à s'inquiéter et souvent à raison. Une étonnerie guette. Le week-end dernier, il a récupéré toutes les photos. J'étais partie, il a récupéré toutes les petits Instax que j'avais mis de droite de gauche dans la maison pour les accrocher dans sa chambre. Jusqu'ici, pourquoi pas, sauf qu'il a utilisé des punaises. Donc les Instax punaisés, c'est moins chouette. Et puis, jamais je n'utilise de Javel parce que j'utilise du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, des choses plus respectueuses de l'environnement. Mais ces toilettes sentant vraiment très mauvais, je me suis dit pour une fois, j'achète quelque chose d'un petit peu plus décapant que j'ai laissé donc dans... Et il a utilisé ce flacon de Javel pour nettoyer son matelas, ses murs. Je ne sais pas pourquoi il a eu cette idée-là. Il avait un beau pyjama tout neuf dans lequel je l'ai admiré toute la soirée de la veille en me disant vraiment il est beau, qui était évidemment foutu. Donc c'est des petites choses, en fait, comment expliquer il arrive à ficher en l'air une espèce de contentement qu'on a eu la veille, de le voir comme ça, plutôt calme, beau, avec son beau pyjama, et le lendemain, il fiche tout par terre. Et il n'a jamais pris du vinaigre blanc pour nettoyer sa chambre. Pourquoi ce flacon de Javel ce jour-là? Il a un radar à bêtises. Donc, oui, donc c'est la répétition, en fait, de tout ça qui doit être vraiment usant. C'est la répétition, le fait qu'il n'y ait pas de pause. On a un terrible sentiment d'impuissance. Cet épuisement auquel rien ne peut remédier parce que il peut pas s'arrêter. Un jour, je me suis enfermée dans la cuisine. Vraiment, je me sentais fatiguée, épuisée physiquement, nerveusement parce que je l'ai beaucoup gardée toute seule, des journées entières. Et je lui ai verbalisé, Ethan,
me met un petit peu à l'écart parce que j'ai besoin d'un petit moment pour me calmer. Et j'ai fermé la porte à clé. Et là, il frappait à la porte. Tu pètes un câble, maman, c'est ça, tu vas craquer. Il sort dehors, il frappait à toutes les fenêtres. Tu craques. Et là, je me suis dit, mais je me vois encore assise à ma table, mais c'est un sketch. Il y a une caméra et que ça va jamais s'arrêter. En fait, dès que tu arrives à un extrême, ça dépasse à chaque fois la limite, en fait, c'est ça. Et je me souviens de ce moment-là où je le regardais, il avait vraiment une espèce de jubilation, un regard dans le regard qui était soit je sors, je l'attrape, je le jette dans le puits, soit je trouve en moi un moyen pour supporter ce trop, quoi. Mm. Donc j'ai respiré, j'ai fermé mes yeux quelques instants, puis j'ai ouvert la porte, je suis repartie dans l'arène, quoi. Mm. On a besoin de moments où, comme quand on est en apnée, on va prendre une respiration. J'en ai pris conscience ce jour-là. Mm. Il fallait que je respire. Et oui. Parce que vraiment, j'avais envie de le jeter dans le puits. Oui. Donc une journée avec Ethan. Alors, c'est surtout, je fais référence au jour où je l'avais. On faisait des balades tous les jours avec le chien. On essayait de trouver des moments calmes, les jeux, et on attendait les beaux jours avec impatience parce qu'il est dehors et sur la balançoire. Et la balançoire, elle grince. On sait où il est. Ah oui. Il y passe des heures. Et donc, de quoi tu aurais besoin pour que la vie avec Ethan soit plus reposante, soit plus fluide? Je pense que une des choses capitales qu'il faut avoir quand on a un Ethan ou a fortiori un enfant, mais surtout le mien, il faut du relais. Il faut pouvoir donner la main, il faut pouvoir respirer. Quand je peux prendre l'air, quand je peux le laisser en toute confiance, quand je peux partir, m'aérer, faire quelque chose qui me ressource, je tiens le coup. J'ai pas toujours eu le relais nécessaire, que ce soit voilà, ma famille ou les professionnels ont essayé. D'ailleurs, ça me fait penser à une structure que j'avais trouvée, je sais plus comment ça s'appelait, c'était pour que les enfants justement autistes soient pris en charge et puissent soulager les parents le temps d'une journée ou d'un week-end. Je l'ai mis dans cette structure. Il y avait une éducatrice et j'étais partie, c'était un dimanche matin, je devais le laisser toute la journée pour faire un essai. Je suis partie à mon cours de yoga. À la fin du cours, j'avais 20 messages. Au secours, venez vite le récupérer. Elles étaient 2 avec lui. Elles n'ont pas réussi à le tenir plus de 2 heures. Ouais. Ça c'est dur. Et nous, moi je le reprends. Il est super. Coucou maman, t'es là. On rentre à la maison. Qu'est-ce qu'on mange ? Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Peut-être un petit peu content de lui d'avoir fichu le bazar pas possible et d'avoir rendu les filles folles. Donc le relais, en fait, je l'ai pas toujours eu et j'ai pris sur moi et j'avais l'impression que seul moi pouvais m'en occuper. Et il me le faisait aussi sentir. Il a fallu que je lâche prise et que je le laisse. C'était pour ça aussi, on parlait tout à l'heure du fait qu'il faille retrouver un centre. C'est ce qui m'a décidé à en rechercher un activement. Bien sûr. Que je sentais qu'il allait grandir et que ce sentiment aussi en moi, il allait grandir de me dire que j'étais la seule à pouvoir le garder et lui, il s'en est emparé aussi. Oui. Il est aussi primordial, j'évoquais tout à l'heure la méthode ABA et en quoi elle m'avait aidée parce que j'étais encadrée et conseillée et j'ai toujours cherché ça depuis bébé quand il faisait des choses bizarres. Je me souviens qu'à l'âge d'1 an ou 2, à chaque fois que je le posais à la sieste, il faisait plusieurs petits pipis dans son lit, des choses comme ça. J'avais besoin à ce moment-là qu'on me dise précisément quoi faire. Oui. Et donc voilà, ces conseils ont été vraiment salutaires pour moi. On a besoin de guidance, qu'on nous apprenne à voir les choses autrement, à prendre du recul. Besoin qui m'écoute, besoin d'apprendre comment je pouvais avoir un petit peu de contrôle aussi sur lui, besoin de savoir comment je pouvais me faire comprendre de lui et qu'il sente que lui ait la possibilité de communiquer avec nous, de faire des demandes, c'est énorme. Oui, oui.
Alors, on parle de quoi on aurait besoin pour que la vie soit plus fluide. En fait, il faut qu'on puisse aussi s'évader et faire des choses plaisantes ensemble. Ça, c'est très, très important. Nous, on adore aller se promener en forêt. C'est un endroit où il peut s'exprimer comme il le souhaite. On va aussi sur la plage. Il y a des grandes plages désertes presque en Normandie où il peut courir, s'exprimer. Et on crie, on rit. Ça, c'est très important. Et c'est vrai que toute sortie avec lui ait un caractère un peu sportif et pas toujours simple. Donc il faut faire fi des regards des gens, parce que les étonneries dans la rue, on en a connu pas mal. Voilà. Et c'est pas grave. Il faut quand même se balader avec lui, même si on a une vigilance de tout instant, et se détacher complètement du regard des autres. Alors c'est vrai que là, on parle beaucoup de ce qui pose problème, de ce qui est inconfortable à vivre. Mais est-ce que finalement, Ethan, le fait qu'il soit dans ta vie, j'imagine que ça a dû t'apprendre énormément de choses. J'imagine que ça enrichit ta vie aussi. Tout à fait. Tout à fait. On en prend conscience à un moment. Pour tenir le coup, on est, je l'ai évoqué auparavant, on est obligé d'aller chercher en nous des facultés presque inhumaines. Ethan, il me pousse au-delà de mes limites, au-delà de ce dont je me serais cru capable de supporter. Oui. Il rend ma vie impossible, il envahit tout, il envahit mon espace vital, mon espace sonore, il est là sans cesse, il est derrière moi, il me parle, il m'épie, je me douche, il est assis à côté de moi. Je peux pas sortir sereinement parce que quand je pars, il nettoie toute sa chambre à la javel. Et je peux rencontrer ou inviter personne sans que ça vire au sketch aussi. Mhm. Alors, comment est-ce qu'il a enrichi ma vie? En fait, il a fallu tenir et il a fallu trouver le bon dans tout ça. Il a fallu exploiter des ressources complètement inconnues de mon être. D'ailleurs, souvent, les gens me disent moi, je pourrais jamais faire ce que tu fais. Mais moi, je crois que je pourrais jamais le faire non plus, mais je suis obligée. Oui, c'est ça. Il est là. C'est que t'as pas le choix en fait. Voilà. T'es obligé d'aller chercher énormément de ressources pour pouvoir faire face en fait. Oui. Et lui, il peut pas Et non, faire le chemin pour s'apaiser. bien sûr. Donc, moi, je peux. C'est ce que je me suis dit le jour où j'étais dans ma cuisine assise et que je l'ai vu taper à la fenêtre. Là, j'ai pris conscience que lui ne pouvait pas me lâcher à ce moment-là, mais moi, je pouvais trouver les facultés en moi pour m'apaiser. Oui. Alors, je peux vous assurer que c'est loin d'être simple et que parfois le soir, quand il s'est endormi, souvent le dimanche soir, en fait, les larmes coulent toutes seules. Alors, je les accueille parce que je me dis, c'est tout ce que j'ai contenu, je suis un peu épuisée, quoi. Et on se victimise aussi parfois, on se demande, mais pourquoi moi, quoi? Pourquoi est-ce qu'il s'acharne comme ça? Pourquoi le sort s'acharne? Pourquoi j'ai un fils si difficile? Et donc, du coup, ces questions m'ont amené à un chemin un petit peu de croyance. La foi m'a aidée. Je me dis que s'il est là avec moi, c'est que quelque part, je peux le porter. Quand j'ai pris conscience de ça, ça m'a renforcée, ça m'a beaucoup aidée. Il n'est pas là par hasard, il m'a choisi et je dois trouver comment surmonter tout ça. Mhm. Donc, j'ai appris à me remettre en question, à me mettre à sa place, parce que lui, il n'a pas d'empathie, donc j'ai dû décupler la mienne. Mhm. J'ai appris la compassion pour ce petit bonhomme. J'apprends à aller puiser en moi de belles choses, un calme, une sérénité, un positivisme et un humour sans lesquels, en fait, je deviendrais une personne que je veux pas être et une personne en colère, aigrie ou repliée. Ouais, donc en fait, il t'aide à développer des savoir-être en les démultipliant au quotidien, en fait. C'est ça. Parce que si je me laisse aller à subir, je deviens vraiment quelqu'un que j'aime pas du tout. Oui, bien sûr.
Et de quelles compétences tu aurais besoin pour accompagner Ethan?